hello et salut des pieds jusqu'à la tête, de la mode à la culture, version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. C'est tout de suite. La céramique est un matériau délicat et c'est la créatrice de bijoux Claire Ekesho qui nous le prouve. C'est à Maison Objet et dans son bureau que François Bernard déniche les tendances de demain. Restez branchés, c'est notre portrait du jour. La tendance anti-gaspi bat son plein et c'est pour le plus grand bonheur de notre planète. Des adresses écolo à découvrir dans Repérage. Avis à tous les barbus, le baigneur va prendre soin de vous. Fabriqué en France, ces petits savons ne manquent pas de ressources. Bon pour la tête, bon pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est Point de Vue. Too Good To Go, c'est l'appli anti-gaspi engagée. Elle met en relation les commerçants partenaires et les gourmets que vous êtes afin de lutter contre le gâchis. Vous vous géolocalisez et en quelques clics, vous pouvez aller récupérer pour un prix mini un panier surprise plein de délicieux invendus. Une jolie manière de lutter ensemble. Sorti tout droit de l'imagination débordante de l'artiste Pierre Chasmoukine, un drôle de champignon a poussé au cœur de la Dordogne. C'est le village de Gorodka. Un peu utopique, un peu politique et surtout artistique, on se perd entre les libellules hélico-fluo, des yeux qui nous regardent et des cabines téléphoniques bancales. Hallucination créative. Jean-Michel Perruchon, meilleur ouvrier de France, et les professeurs de l'école de cuisine Béloé ont décidé de partager leurs secrets de réussite en pâtisserie avec nous. Dans l'ouvrage Collection entremets et petits gâteaux, on nous régale de jolies photos, de croquis didactiques et surtout de recettes qui mettent l'eau à la bouche. Bon, maintenant, il faut se lancer. Les vases, c'est sympa, mais un peu encombrant. Octa Evo a eu l'idée de les rendre tout plats, mais toujours stylés. Inspirés de grands courants artistiques ou dessinés directement par des artistes, ils viennent ajouter du pop dans nos intérieurs. Clous du spectacle, ils sont en papier, imperméables évidemment. Allure de coquillage, de pierre ou même de métaux, la céramique a 1000 facettes. Claire en fait des bijoux et c'est notre focus du jour. Les diamants sont éternels, c'est sûr, mais la faïence, la réponse se trouve peut-être dans cet atelier aux portes de Paris. Ici, colliers, bracelets et boucles d'oreilles trônent comme des œuvres d'art. Leurs perles semblent taillées dans les plus précieuses pierres et pourtant, elles sont en fait façonnées dans l'argile. L'artiste, c'est elle, Claire Ekesho, céramiste de formation. J'ai commis quelques assiettes et quelques services, mais aujourd'hui, depuis 15 ou 17 ans, je fais surtout des bijoux. Faire des bijoux en céramique, c'était une façon de travailler beaucoup sur la couleur souvent et en même temps d'utiliser un matériau parfois difficile, un peu qu'il faut maîtriser quand même. Il n'est pas si docile, surtout au départ. Pas de tour dans cet atelier, tout commence avec un rouleau à pâtisserie. Puis Claire découpe et modèle ses perles à la main et à l'ébauchoir. Il faut être à la fois anguleux, mais pas trop. Rester un peu doux. Des gouttes d'eau, des cubes aplatis ou encore une bouche. Elle crée toutes sortes de formes en un clin d'œil. Son petit plus, des objets du quotidien tels quels ou moulés pour donner un peu de relief à ses créations. Magique. Ça, je peux faire devant, derrière. Par exemple, celle-ci, c'est la surface de ma théière en fonte que j'ai moulée. Je me suis fait une petite plaque. Mais toute surface me donne envie d'essayer de voir ce que ça donne en terre et ensuite en émaillage. À la base de son travail, de la terre, rouge, noire, blanche ou même mélangée par ses soins, cuite à plus de 1000 degrés. Lors du passage au four, les perles vont rétrécir, mais leurs formes, elles, resteront les mêmes. La grande passion de Claire, c'est la couleur. C'est là qu'entre en scène les émaux, une poudre de verre colorée qui lisse la terre cuite. Et pour trouver l'inspiration, Claire se la joue un brin fashionista. Je me cale beaucoup aux saisons de mode et je suis les défilés toutes les saisons, toute en sabotée que je suis. Chaque saison, je mets au point une mini-gamme. J'essaye de me dire j'ai 30 couleurs que je vais mettre en avant cette saison. Et voilà, ensuite je passe au stade recherche. Parfois j'ai la couleur sous forme de photo ou sous forme d'ambiance ou d'autres matières, mais je ne l'ai pas encore sous forme d'émail. En ce moment, la mode est à l'ocre, au safran, au vert d'eau et au bleu pastel.
Pour affiner sa palette, Claire enfile sa panoplie de chimiste et mélange les émaux à des minéraux avec une rigueur presque scientifique. Ça, c'est la couleur brute de l'émail que j'achète. Et je vais essayer de la densifier avec de l'oxyde de chrome. Je vais faire un autre essai avec du cobalt et encore un troisième essai avec du colorant gris. La précision du chimiste, je l'ai un petit peu, mais j'ai quand même beaucoup de hasard qui me crée de belles couleurs. Déjà là, ça me plaît. La céramiste applique les émaux au pinceau avant de renvoyer ses perles prendre un petit coup de chaud. Elle répète l'opération 1, 2, 3 fois ou plus jusqu'à ce que chacune soit parfaite, ou presque. Le passage de l'émail au four réserve souvent bien des surprises. Et Claire, les surprises, elle adore ça. Et c'est toujours différent en tout cas. Aucun four ne ressemble à un autre. Il y a toujours des choses qui m'étonnent et j'essaye de mettre au moins dans chaque four une petite expérience pour avoir des choses à découvrir. J'aimerais le travailler plus, ce côté imparfait, et sublimer l'imperfection. Parce que finalement, c'est ce qui me plaisait, moi, au début. L'imperfection, juste ce qu'il faut. Claire fait un vrai travail d'orfèvre. Les perles sont reliées une à une avec des apprêts en fil de laiton et il faut jusqu'à 3 semaines pour fabriquer certaines pièces. Le résultat, des bijoux empreints du chic à la française avec une touche d'insolence. Ma première envie, c'est plutôt un bijou qu'on ose porter, qui sort tous les jours. Voilà. Mais il y a quelques pièces comme celle-ci qui peuvent être vraiment extravagantes ou voilà, il y a moyen de faire des choses aussi très luxe entre guillemets, même si c'est pas un matériau luxueux. Luxueux ou non, chaque pièce est unique. Claire vend ses créations à des particuliers, mais aussi à des boutiques et même au MoMA de San Francisco. Rien que ça. Aucun doute, elle a trouvé sa voie dans la recherche des perles rares. François Bernard sait ce qui fera les nouvelles tendances design. Restez à la page avec notre portrait du jour. Interprète de l'art du temps, François Bernard rend ce qui est désirable en quelque chose d'irrésistible. Il est un tendanceur, il repère, anticipe, prédit les tendances de demain. Tout ça sans baguette magique, juste avec un peu d'intuition et une bonne dose d'observation. Bien évidemment, on s'informe quant au domaine d'objets dont on va parler, par exemple les jouets. On s'informe un peu sur les tendances de jouets, on regarde aussi économiquement, qu'est-ce qui a marché par exemple au dernier Noël, qu'est-ce qui n'a pas marché. On s'aperçoit par exemple que le numérique, par exemple les objets électroniques en jouets, n'ont peut-être pas forcément autant le vent en poupe qu'ils avaient il y a 2 ans, mais on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de plus physique, de plus nostalgique aussi, des objets en bois, et puis des jouets très éducatifs qui développent l'aptitude à construire physiquement et non pas virtuellement. François Bernard nourrit de ses idées le salon Maison et Objets, rendez-vous incontournable des amoureux de la décoration. Chaque année, la présidente du salon, Caroline Biros, fait appel à son instinct. L'influenceur a carte blanche pour exposer les objets tendances des 6 mois à venir. François est vraiment quelqu'un qui a un œil très aiguisé, très acéré. Il voit les détails. Le détail compte énormément pour lui, qu'il soit dans le sens d'un produit et sa valeur de conception, de réalisation ou dans l'esthétisme. Et notamment dans les mises en scène, une très grande qualité de mise en scène et une importance aux détails et aux proportions qui est importante aussi pour valoriser les produits. C'est aussi auprès des designers que François chasse l'air du temps. Cette année, la matière est pour lui une véritable source d'inspiration. Tout cela est travaillé, feutré, teint sur teint. On ne sait pas si on pourrait de loin, on pourrait presque penser à du cuir. Hein. Ça, je trouve très nouveau. Ça, c'est très intéressant. En plus de ça, on est dans une espèce de réutilisation des fibres. On ne sait pas si on est dans le neuf ou le vieux, dans le recyclé ou dans... Voilà. Il y a quelque chose derrière tout ça qui est très intriguant, très intéressant. Et les textures, l'idée du 3D, de l'épaisseur, d'un vieillissement très très sophistiqué, moi, me séduit beaucoup. Je trouve ça très nouveau. Après le tissu, c'est le verre qui retient l'attention du tendanceur.
Ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée aussi de ce côté très vivant. Le verre, qui par définition est une matière figée, ici est vraiment travaillé comme si elle était liquide. Et il y a quelque chose d'extrêmement vivant dans l'idée de la fusion, de la transformation. Et il y a une hyper-expression de ce verre à la surface justement de tous ces modèles, avec cette espèce comme ça de matière qui dégouline. Ça. Après le salon, c'est à son atelier qu'on retrouve François. La deuxième partie de son travail commence. Il faut observer, analyser, digérer tout ce qu'il a retenu. On commence à mettre ces images au mur, faire des regroupements, faire des tas, et puis mettre dessus des mots, des couleurs, des matières, des façons de créer, des verbes aussi, des actions. Enfin, tout ce qui peut entourer et tout ce qui incite notre imaginaire à essayer de voir au-delà de ces images comment l'époque fonctionne, comment elle se représente à travers ces objets, ces nouveautés que nous avons vues. Ce mur, a priori anodin, devient alors le mur des prophéties. François proposera à ses clients et designers les thèmes de demain qui se révéleront. Même s'il enchaîne les allers-retours entre présent et futur, François sait dans quelle temporalité il vit. J'aime notre époque pour une raison fondamentale, c'est que j'ai l'impression justement qu'on n'est pas sclérosé dans un temps. Et si vous prenez effectivement les années 30, les gens se meublaient dans les années 30, s'habillaient en 1930. Ce que je trouve formidable à notre époque, c'est justement cette espèce de melting pot, de rencontres, de bombardements comme ça de temps, et nous en sommes le centre. Donc dans quel temps je vis ? J'essaie de vivre dans le plus de temps possible. Et c'est comme ça qu'avec ses prévisions, François réussit à faire la pluie et le beau temps sur l'air du temps. Bonjour François. Bonjour. Vous vous décrivez beaucoup plus comme un chef d'orchestre plutôt qu'un musicien, un directeur artistique beaucoup plus qu'un designer. Quel est votre rôle exact dans la création ? C'est d'inciter les gens avec lesquels je travaille à imaginer l'avenir. Et j'ai vraiment l'impression de courir à côté d'eux. J'ai pas l'impression de leur indiquer forcément où ils doivent aller, mais plutôt de les accompagner pour qu'ils aient toujours de l'énergie, pour qu'ils aillent toujours un peu plus loin. Et vous-même, vous n'avez jamais eu de regret à vous dire j'aurais dû créer moi-même des choses au lieu d'accompagner les autres ? Si, bien sûr, tous les matins, j'ai le regret de ne pas justement être fixé sur une esthétique ou un type d'objet, de me dire voilà, maintenant je suis le spécialiste, je vais faire des meubles, je vais faire des assiettes, je vais faire des verres, des tapis, du textile. Non, j'aime trop de choses. Comment définir, on va dire maintenant, un courant qui va durer dans le temps ? Trouver effectivement une dynamique qui va durer, aujourd'hui, c'est forcément s'adresser à des courants qui sont les grands courants de l'art décoratif depuis que le monde est monde. Donc tout se répète en fait ? Exactement. Tout se répète, mais ne se réincarne pas de la même façon. Depuis l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux comme Instagram, tout doit changer pour vous, non ? C'est-à-dire que tout le monde a une idée sur tout, alors ça change pour nous comme ça change pour tout le monde. Moi, j'aimerais pas être docteur aujourd'hui. Quand vous avez des patients qui arrivent devant vous et qui sont plus documentés sur leur maladie que vous-même, si vous êtes médecin. Donc je pense que tout le monde a le même problème aujourd'hui. Personnellement, non, ça ne m'effraie pas parce que je pense que tout le monde a un avis. Et tout le monde a une idée, et c'est très bien. Mais un professionnel, ça a des critères. C'est différent. Est-ce que les comportements évoluent profondément pour vous en ce moment ? Le comportement du consommateur, il évolue à la fois oui, à la fois non. Ça aussi, c'est un paradoxe. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on est dans une poche historique. Je dansais sur des musiques quand j'avais 18 ans. Il y a encore ces mêmes musiques quand vous rentrez dans un magasin de jeans ou autre. Donc, il y a une idée des comportements qui se répètent, profondément qui se répètent. Plus que jamais, je trouve. Exactement, plus que jamais. Et on prend plaisir d'ailleurs
à cette idée de la répétition, à cette idée Nous, du... notre génération prend plaisir, mais qu'en est-il des millennials, de cette jeune génération, justement, dont tout le monde parle? Pourquoi eux, ils s'attachent tellement à ces valeurs-là, qui étaient les valeurs d'une génération qu'ils n'ont pas connues, évidemment? Là aussi, il y a l'effet du storytelling, parce qu'effectivement, les années 80 sont sans doute vécues, ou même 90, sont vécues comme des années de fantaisie, ou, alors 90 un peu moins que 80, mais comme des années de fantaisie, des années de créativité, des années de joie, des années de... Bon. C'est vrai que ça représente un état hédoniste de la société qui est tout à fait enviable. Et comme on a sans doute oublié tout ce qui pouvait s'y attacher, c'est-à-dire c'était comme le début du chômage, c'était aussi c'était quand même c'était la crise. Enfin, bon, mais tout ça on le gomme en principe. On ne parle jamais des années 80 et de la crise. C'était magnifique, ouais. Oui, tout était magnifique. Et puis, bien évidemment, en dehors de ça, il y a quand même aussi tous ces nouveaux comportements qui sont beaucoup plus basés sur l'ego, basés sur la présentation de soi-même, sur le fait que vous êtes au centre de votre propre monde. Et là, moi, je le sens, moi qui suis né en 60, là, je sens vraiment la différence. Moi, on me disait toujours, ne te regarde jamais dans une glace. L'autoportrait, c'était limite diabolique. Si vous prenez les années 50 ou les années 60, et même les années hippies ou autres, je veux dire, l'hédonisme, il était de groupe. Merci beaucoup, François. Merci à vous. Merci beaucoup. Qui a dit que Paris ne rimait pas avec écologie? Aujourd'hui, on se bat contre le gaspillage au travers de 3 adresses éco-indispensables. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et cherché de bonnes idées pour moins gaspiller. L'anti-gaspi, pour beaucoup de gens, ça commence dans l'assiette. Dans ce restaurant parisien, les vedettes, ce sont les fruits et légumes, et pas n'importe lesquels. Cultivés en Île-de-France déjà, et surtout déclassés. Des productions refoulées des étals pour leur look ou leur taille, comme ces potimarrons pas tout à fait assez gros. Les potimarrons, c'est généralement assez compliqué à travailler, il y a pas mal de pépins, etc. Donc ça, c'est des calibres qui ne sont pas trop appréciés par le consommateur et donc par les supermarchés. Ici, la lutte contre le gaspillage est reine et les déchets sont limités en cuisine comme en salle. Avec un buffet et un prix unique au poids, plus d'excuses pour avoir les yeux plus gros que le ventre. À la tête de ce restaurant ouvert en 2015, Élodie ne se destinait pas forcément à la restauration. Lorsqu'elle était étudiante en école de commerce, elle a rencontré des producteurs de la région, une révélation. On s'est rendu compte de l'immense volume de fruits et légumes qui étaient perdus chaque année, juste pour des raisons d'aspect, alors que le goût est parfait. Et donc c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, et notamment en transformant les produits, parce que si les consommateurs ne veulent pas les acheter en supermarché, dans l'assiette, ça ne change pas grand-chose. Et aujourd'hui, le restaurant accueille près de 150 personnes par service. La recette de son succès, des menus variés et équilibrés, une ambiance branchée mais détendue et une philosophie écolo, juste ce qu'il faut pour sensibiliser sans culpabiliser. Vous reprendrez bien une petite part d'anti-gaspi, alors direction le 18e arrondissement pour explorer les 1001 vies de votre garde-robe. Derrière la vitrine de cette boutique se cache un temple de la mode éthique. Dépôt-vente, mercerie, atelier, la textilerie propose une alternative au prêt-à-porter de masse. Un lieu créé en janvier 2018 par une fashionista en pleine introspection dans son dressing. Il y a un moment où j'ai fait un petit peu le point par rapport à cette consommation et je me suis rendu compte des impacts désastreux de cette façon de produire et cette façon de consommer. Et donc je me suis dit, ce serait chouette que cette prise de conscience que j'ai eue, d'autres puissent l'avoir, notamment à travers un lieu où on peut faire et où on peut récupérer. La textilerie n'est pas qu'un magasin, son petit plus, des cours de couture tous les jours pour créer ses tenues ou les raccommoder. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Et le mot d'ordre est clair, ne jetez plus jamais vos vêtements à la poubelle. Une des vocations principales, c'est d'allonger la durée de vie des vêtements, de réemployer, de récupérer la matière, de lui donner d'autres formes, d'autres vies, participer à une mode plus responsable. En 6 mois, plus de 3 tonnes de textiles ont été récupérés. Certains vêtements n'atterrissent pas sur les portants et ont des destins inattendus grâce aux partenaires de la textilerie, l'association Mode Estime. Ces petites robes pour bébés ont par exemple été fabriquées à partir de vieilles chemises pour hommes.
Après l'assiette et la penderie, encore un petit effort pour être un pro de la récup. Vos meubles aussi réclament une seconde chance. Et c'est à l'établisienne dans le 12e qu'ils peuvent la trouver. Avec son look de dépôt-vente à l'ancienne, c'est aussi et surtout un vrai atelier. Ici, tapissiers, ébénistes et autres artisans accompagnent des particuliers dans leur bricolage tout simple ou très ambitieux, comme dans ce cours de garnissage de fauteuils. On est vraiment à une époque où on a envie de faire soi-même aussi. On est beaucoup dans le virtuel. En plus, il y a eu des ruptures dans la transmission des savoir-faire et on se trouve tous crétins. Avant, on savait cuisiner, on savait coudre, on savait réparer, etc. Et on ne sait plus rien faire. J'ai eu envie de créer un endroit où on pouvait partager, mettre en commun surtout déjà les outils, donner une seconde vie aux meubles et objets, apprendre, échanger. Impliquer les citoyens dans la restauration de leurs objets, le concept fait des émules et ce type d'atelier se multiplie. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main pour ne plus rien jeter. La barbe façon grizzly, non merci. Alors pour garder le poil soyeux et la peau douce, quoi de mieux que du Made in France dans sa salle de bain? Parfois, il y a des destinées qui ne sont pas toujours évidentes. C'est le cas pour Fabien Maudre, le créateur de la marque de cosmétiques bio et naturels pour hommes, Le Baigneur. Si on lui avait dit qu'il deviendrait artisan savonnier pendant ses études d'hôtellerie ou lors de son parcours dans la restauration, il ne l'aurait jamais cru. Pourtant, à la suite d'un coffret qui lui a été offert, Fabien a commencé sa reconversion. On m'a offert un cadeau pour faire des cosmétiques à la maison. Et du coup, j'ai trouvé ça drôle, je me suis un peu intéressé, je me suis pris au jeu, j'ai commencé à en faire et après je me suis dit tiens c'est drôle, qu'est-ce qui existe pour les hommes en produits bio, en cosmétiques bio. Donc je me suis un peu intéressé au marché, j'avais vraiment envie aussi de faire quelque chose de mes mains en fait. Je commençais un peu à en avoir marre de travailler sur ordinateur, je voulais vraiment faire quelque chose de concret pour me remplir l'esprit et puis remplir aussi mes journées de manière plus concrète, quoi. Et si Fabien se tourne vers le savon, c'est parce que ce vieux métier laisse une grande place à la création et à l'expérimentation. Ce qui m'intéressait aussi, c'était comme c'est un métier, c'est un vieux métier, le métier de savonnier, mais qui revient un peu au goût du jour. C'était aussi, il y avait pas mal de choses à inventer, donc c'était aussi recréer un savoir-faire disparu et créer aussi un peu des standards de fabrication. Et c'est de cette envie de faire quelque chose de ses 10 doigts que Fabien a mis les mains dans le savon en partant se former dans le sud de la France. Et après quelques années d'apprentissage, Fabien lance sa marque, Le Baigneur, en 2012. À travers ce nom Le Baigneur, en fait, c'était l'évocation d'un personnage qui fait référence en fait, à la nature et en fait, voilà, on peut imaginer un tableau d'un homme qui se retrouve dans la nature, qui se baigne et d'un retour aux sources en fait vraiment. Et pour ses savons, Fabien utilise la méthode de saponification à froid. L'intérêt de cette méthode, c'est déjà de ne pas chauffer les huiles, donc on garde toutes les qualités nutritives des huiles végétales, parce qu'elles ne sont pas altérées par la chaleur. Et ensuite, la réaction chimique en fait, va donner en fait, du savon plus de la glycérine. Et en fait, donc, dans cette méthode, on garde la glycérine dans le savon, ce qui permet au fait, d'avoir des savons beaucoup plus doux et hydratants. Mais en contrepartie, du coup, c'est une méthode qui demande 4 à 6 semaines de séchage en fait, pour les savons pour que la réaction chimique se termine complètement. Et voilà, il y a une petite partie un peu chimiste, un peu parfumeur qui est vraiment intéressante. On récapitule. Pour fabriquer du savon, il vous faut un corps gras mélangé à de la soude, elle-même diluée dans un liquide comme de l'eau ou du lait, et cet assemblage va donner du savon. Ajoutez à cela de la glycérine qui va augmenter l'hydratation de votre peau. Savon relaxant, exfoliant, tonifiant, hydratant, Le Baigneur propose tout un tas d'autres produits pour le plus grand bonheur de ces messieurs. Et comme pour tout le reste, c'est un véritable travail à la chaîne. Étiquetage, assemblage, découpe, mixage, pesée, mais cette répétition ne fait pas peur à Fabien, bien au contraire. Donc là, on a tout embouteillé à la main et après on étiquette tout à la main et après on emboîte tout aussi à la main. Et en fait, moi j'aime beaucoup les travaux répétitifs. Bizarrement, ça me dérange pas et le geste répétitif en fait permet de rentrer dans une dynamique où
Au début, on se concentre en fait sur le geste et après, en fait, une fois que le geste est enregistré, ça laisse du temps pour réfléchir à autre chose en fait. Du temps pour réfléchir à autre chose et surtout une bonne excuse pour ensuite se laver les mains, car ce n'est pas pour le faire mousser, mais c'est bien connu, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et en attendant, n'oubliez pas, restez chic toujours. Bye!